Le soleil se levait à peine sur Saint-Raphaël, peignant le ciel de teintes pastel qui se reflétait sur la mer Méditerranée. Édouard Dupont, 42 ans, contemplait l'horizon depuis son petit bureau au centre de plongée, les Trésors bleus. Ses yeux d'un bleu profond, marqués par des années d'exposition au sel marin, scrutaient les vagues avec une intensité particulière ce matin-là. Depuis 20 ans qu'il exerçait comme guide de plongée dans cette charmante ville côtière de la Riviera française, Édouard avait développé une connexion presque mystique avec l'océan. Chaque matin, bien avant l'arrivée des premiers touristes, il effectuait son rituel, vérifiait méticuleusement les équipements, préparait les bouteilles d'oxygène, et surtout, observait la mer pour anticiper les conditions de plongée. Ce matin-là était différent. Une sensation étrange l'habitait depuis son réveil, comme un pressentiment impossible à ignorer. Les mouettes volaient plus bas que d'habitude, et les vagues semblaient murmurer un message qu'il ne parvenait pas encore à déchiffrer. « Je vais faire un repérage rapide avant l'arrivée du groupe de 10 heures, annonça-t-il à Marie, sa collègue qui venait d'arriver. Elle acquiesça, habituée aux intuitions d'Édouard qui s'étaient souvent révélées précieuses. Enfilant sa combinaison avec des gestes précis et automatiques, Édouard ne pouvait s'empêcher de penser aux changements subtils qu'il avait observés ces dernières semaines dans la baie cachée, son coin préféré. Les poissons semblaient plus nerveux, les dauphins, d'ordinaire si présents dans la zone, se faisaient plus rares. L'eau était fraîche ce matin-là, mais claire comme du cristal. Alors qu'il nageait vers les récifs, Édouard remarqua un groupe de dauphins au loin, leur comportement inhabituel attirant immédiatement son attention. Au lieu de leurs jeux habituels, ils semblaient organisés, presque comme s'ils patrouillaient. Soudain, un son étrange traversa l'eau. Ce n'était pas le chant habituel des cétacés, ni le bruit des bateaux. C'était quelque chose de différent, un signal régulier et faible, presque imperceptible. Intrigué, Édouard décida de suivre cette mystérieuse résonance. Plus il s'approchait de la source du son, plus l'environnement sous-marin changeait. Les poissons se faisaient rares, et les coraux semblaient moins vibrants. C'est alors qu'il aperçut une forme inhabituelle entre deux formations rocheuses. Un petit dauphin, visiblement agité, nageait en cercle autour d'un point précis, comme s'il essayait d'attirer son attention. En s'approchant, Édouard remarqua que le jeune cétacé n'était pas en détresse, contrairement à ce qu'il avait d'abord pensé. Au contraire, l'animal semblait l'attendre, et dès qu'il le vit, commença à nager dans une direction précise, se retournant régulièrement pour s'assurer qu'Édouard le suivait. Ce comportement inhabituel éveilla tous ses sens. En 20 ans de plongée, jamais il n'avait vu un dauphin agir de la sorte. Le son mystérieux s'intensifiait, et au loin, une lueur étrange semblait émaner des profondeurs. Édouard hésita un instant, conscient que son temps de plongée était limité, mais sa curiosité et son instinct le poussaient à suivre ce guide inattendu. Le jeune dauphin l'entraînait vers une zone qu'il connaissait peu, à la limite de son territoire de plongée habituel. C'est alors qu'il aperçut quelque chose qui allait bouleverser sa vie et révéler des secrets enfouis depuis longtemps dans les profondeurs de la Méditerranée. La lumière étrange qui émanait des profondeurs prenait progressivement forme devant les yeux ébahis d'Édouard. Le jeune dauphin continuait de le guider avec une détermination surprenante, s'arrêtant parfois pour s'assurer qu'il suivait toujours. Plus il s'enfonçait, plus l'environnement devenait inhabituel. Dans cette zone méconnue, Édouard découvrit une formation rocheuse qui ne correspondait à aucune carte marine de la région. Une fissure naturelle, à peine visible, s'ouvrait dans la paroi, d'où semblait provenir cette mystérieuse luminescence. Le dauphin s'y engouffra sans hésitation, invitant clairement Édouard à le suivre. Après avoir vérifié son niveau d'oxygène et activé sa lampe de secours, il se faufila à travers l'étroite ouverture. Le spectacle qui l'attendait dépassait tout ce qu'il avait pu imaginer. Une vaste grotte sous-marine s'étendait devant lui, ses parois couvertes d'une substance bioluminescente qu'il n'avait jamais vue auparavant. Mais ce qui attira immédiatement son attention fut la présence d'équipements sophistiqués, soigneusement dissimulés dans les recoins de la grotte. Des câbles serpentaient le long des parois, connectés à des boîtiers métalliques émettant de faibles pulsations lumineuses. Ces installations n'avaient rien de naturel et semblaient récentes. En s'approchant, il remarqua des inscriptions sur l'un des conteneurs, Project Neptune, phase 2. Son cœur s'accéléra. Il avait entendu des rumeurs au sujet d'expériences scientifiques dans la région, mais avait toujours pensé qu'il s'agissait de simples légendes urbaines. Le jeune dauphin continuait de nager nerveusement autour de lui, émettant des sons aigus qui résonnaient dans la cavité. Soudain, une vibration plus forte fit trembler les parois de la grotte. Des particules luminescentes se détachèrent du plafond, créant une pluie de lumière sous-marine féerique.
En examinant de plus près les équipements, Édouard remarqua un logo à moitié effacé sur l'un des panneaux de contrôle. Il sortit son appareil photo étanche et commença à documenter sa découverte. Ces preuves pourraient être cruciales pour comprendre ce qui se passait réellement dans sa chère baille. C'est alors qu'il aperçut quelque chose d'encore plus troublant, des documents plastifiés, abandonnés dans un coin de la grotte. Bien que partiellement illisibles, certains mots restaient visibles: modification comportementale, ondes sonores, communication interspécifique. Un bruit sourd résonna soudain dans l'eau, faisant sursauter Édouard. Le jeune dauphin devint agité, poussant des cris plus insistants. À travers l'ouverture de la grotte, une ombre massive se déplaçait lentement. Le cœur d'Édouard manqua un battement lorsqu'il reconnut la silhouette caractéristique d'un sous-marin de recherche. Rapidement, il rangea son appareil photo et se dissimula derrière une formation rocheuse. Le dauphin vint se placer à ses côtés, comme s'il comprenait la nécessité de rester caché. Ensemble, ils observèrent le sous-marin qui semblait effectuer une sorte de relevé à l'entrée de la grotte. Les minutes qui suivirent parurent interminables. Le sous-marin finit par s'éloigner, mais Édouard savait que sa découverte changeait tout. Ses installations, ses documents, ce sous-marin. Quelqu'un menait des expériences secrètes dans sa baie, et les dauphins semblaient étrangement impliqués. Son ordinateur de plongée lui indiqua qu'il était temps de remonter. Avec un dernier regard vers les équipements mystérieux, il fit signe au jeune dauphin de le suivre. Alors qu'il quittait la grotte, une certitude s'imposait à lui: il devait comprendre ce qui se tramait ici, pour protéger non seulement les créatures marines qu'il chérissait tant, mais aussi l'équilibre fragile de cet écosystème unique. De retour au centre de plongée, Édouard était tiraillé entre l'excitation de sa découverte et l'inquiétude qu'elle suscitait. Marie remarqua immédiatement son air préoccupé lorsqu'il franchit la porte. « Tu as vu quelque chose d'inhabituel pendant ton repérage ?» demanda-t-elle, tout en préparant l'équipement pour le groupe de l'après-midi. Avant qu'il ne puisse répondre, un homme en costume, manifestement peu à sa place dans ce centre de plongée décontracté, entra dans le local. Il se présenta comme le docteur Laurent Mercier, océanographe de l'Institut maritime de Marseille. « Je suis ici pour étudier les changements comportementaux récents de la faune marine locale », annonça-t-il avec un sourire qui n'atteignait pas ses yeux. Édouard observa attentivement le scientifique pendant qu'il expliquait sa présence. Quelque chose dans son attitude sonnait faux, comme s'il récitait un texte appris par cœur. Le docteur Mercier posa des questions sur les zones de plongée habituelles, s'attardant particulièrement sur la baie cachée. « Les dauphins sont-ils toujours aussi présents dans la zone ?» demanda-t-il, sortant un carnet élégant. « Avez-vous remarqué des comportements inhabituels ?» Édouard répondit évasivement, mentionnant uniquement des observations générales, gardant pour lui sa rencontre du matin. Après le départ du scientifique, Édouard s'isola dans son bureau pour examiner les photos prises dans la grotte. En les téléchargeant sur son ordinateur, il remarqua des détails qu'il n'avait pas vus sous l'eau. Sur l'un des conteneurs, un schéma technique montrait ce qui ressemblait à des ondes sonores dirigées vers des silhouettes de cétacés. Son téléphone vibra soudainement. Un message d'un numéro inconnu: « Retrouvez-moi ce soir au Café des Marins. J'ai des informations sur le Project Neptune. » Intrigué et méfiant à la fois, Édouard décida d'y aller, mais pas sans prendre ses précautions. Le Café des Marins était presque vide quand il arriva. Dans un coin sombre, une femme d'une cinquantaine d'années lui fit signe. « Je suis Claire Dubois, ancienne chercheuse du Project Neptune, » murmura-t-elle alors qu'il s'asseyait. « Ce que vous avez découvert ce matin n'est que la partie émergée de l'iceberg. » Claire lui expliqua qu'elle avait travaillé sur un projet de recherche révolutionnaire visant à établir une communication avancée avec les dauphins. Au début, c'était fascinant. Nous utilisions des technologies de pointe pour décoder leurs signaux cérébraux, leurs émotions. Mais certains voulaient aller plus loin. Elle s'interrompit brusquement, regardant par-dessus l'épaule d'Édouard. Le docteur Mercier venait d'entrer dans le café. Claire se leva précipitamment, glissant une clé USB dans la main d'Édouard. « Tout est là. Mais méfiez-vous, ils surveillent la baie. Les dauphins essaient de nous avertir. » Les jours suivants, Édouard remarqua des changements subtils dans son quotidien. Des bateaux inconnus patrouillaient régulièrement dans la zone, des drones survolaient la baie à basse altitude, et il avait l'impression d'être suivi. Mais le plus troublant était le comportement des dauphins. Ils semblaient maintenant organiser une sorte de surveillance autour du centre de plongée. Une nuit, ne pouvant trouver le sommeil, il décida de consulter les fichiers de la clé respect. Ce qu'il découvrit le stupéfia,
des rapports détaillés sur des expériences utilisant des ondes sonores pour influencer le comportement des cétacés, des projets d'implants neurologiques, et plus inquiétant encore, des plans pour transformer la baie cachée en un vaste laboratoire sous-marin. Soudain, un son familier attira son attention. Depuis sa fenêtre donnant sur la mer, il aperçut plusieurs dauphins sautant hors de l'eau, leurs mouvements semblant chorégraphiés. C'était comme s'ils essayaient de communiquer quelque chose d'urgent. Édouard comprit alors qu'il était temps d'agir, mais il devait être prudent. La vérité qu'il cherchait à révéler était plus complexe et dangereuse qu'il ne l'imaginait. Le lendemain matin, alors que le soleil se levait à peine sur Saint-Raphaël, Édouard fut surpris de trouver une jeune femme l'attendant devant le centre de plongée. Elle se présenta comme Marine Leblanc, biologiste marine spécialisée en comportement des cétacés. « J'ai travaillé avec Claire Dubois », expliqua-t-elle, ses yeux verts brillants d'intelligence. « Nous devons parler du Project Neptune, mais pas ici. » Elle suggéra une promenade le long de la plage, loin des oreilles indiscrètes. Pendant leur marche, Marine révéla qu'elle faisait partie d'un groupe de scientifiques dissidents qui s'opposaient au développement récent du projet. Ce qui a commencé comme une étude sur la communication avec les dauphins s'est transformé en quelque chose de bien plus ambitieux et dangereux, expliqua-t-elle, sa voix tremblant légèrement. Elle sortit de son sac une tablette contenant des données techniques. Ces ondes sonores qu'ils utilisent, elles ne se contentent pas de communiquer avec les dauphins. Elles modifient leur schéma de migration, perturbent leur système d'écolocation. Certains dauphins développent même des comportements totalement nouveaux. Édouard repensa aux jeunes dauphins qu'il avait guidés vers la grotte. « Comme s'ils essayaient de nous montrer quelque chose ?» demanda-t-il. Marine hocha la tête vigoureusement. « Exactement. Les dauphins ont développé une forme de résistance. Ils utilisent les modifications provoquées par les expériences pour communiquer avec nous d'une manière plus directe. C'est fascinant et terrifiant à la fois. » Soudain, un groupe de dauphins émergea près du rivage, effectuant une série de sauts synchronisés. Marine sortit rapidement un appareil de son sac. « C'est un hydrophone sophistiqué », expliqua-t-elle. Il peut détecter et décoder les fréquences particulières émises par les dauphins. Les sons captés par l'appareil étaient étranges, presque mélodiques. Marine les analysa rapidement sur sa tablette. « C'est incroyable », murmura-t-elle. Ils émettent des séquences complexes qui ressemblent à des coordonnées. Édouard et Marine passèrent l'après-midi à cartographier les points indiqués par les dauphins. Un motif émergea, les cétacés semblaient dessiner une carte des installations sous-marines du Project Neptune, révélant un réseau bien plus vaste que ce qu'Édouard avait découvert dans la grotte. Il y a autre chose, ajouta Marine, montrant un autre ensemble de données. Les relevés environnementaux montrent des anomalies magnétiques dans toute la baie. Quoi qu'il fasse, cela affecte l'ensemble de l'écosystème marin. Au crépuscule, alors qu'ils retournaient vers le centre de plongée, ils aperçurent le docteur Mercier en grande discussion avec des hommes en costume sur le quai. L'un d'eux portait une mallette avec le même logo que celui qu'Édouard avait photographié dans la grotte. « Il faut agir vite », chuchota Marine. « Dans 3 jours, ils prévoient de passer à la phase finale du projet. D'après mes sources, ils veulent installer un réseau d'émetteurs encore plus puissant. Les conséquences sur la faune marine seraient catastrophiques. » Édouard réfléchit rapidement. Il avait une idée, mais elle nécessiterait l'aide des dauphins et une parfaite coordination. « Les dauphins nous montrent le chemin depuis le début », dit-il. Peut-être est-il temps de former une véritable alliance avec eux. Marine sourit, comprenant où il voulait en venir. Une démonstration publique de l'intelligence des dauphins et de leur capacité à communiquer. Cela pourrait forcer le Project Neptune à sortir de l'ombre. Alors qu'ils élaboraient leur plan, le jeune dauphin qu'Édouard avait rencontré dans la grotte réapparut, accompagné cette fois d'un groupe entier. Leurs sauts et leurs cris semblaient plus déterminés que jamais, comme s'ils comprenaient que le moment d'agir était venu. L'aube se levait sur Saint-Raphaël, promettant une journée exceptionnelle. Édouard et Marine avaient passé les 2 derniers jours à préparer méticuleusement leur plan. Le centre de plongée, les Trésors Bleus, bourdonnait d'une activité inhabituelle. Journalistes, chercheurs et curieux s'étaient rassemblés pour ce qui avait été annoncé comme une démonstration révolutionnaire d'interaction avec les dauphins. Marie, la collègue d'Édouard, avait utilisé ses contacts dans la presse locale pour attirer l'attention médiatique. Le célèbre guide de plongée Édouard Dupont et la biologiste Marine Leblanc présenteront une découverte majeure sur la communication des cétacés, annonçaient les journaux du matin. Dans les coulisses, Marine finalisait les réglages de son équipement sophistiqué. « Les hydrophones sont en place », murmura-t-elle à Édouard.
Si les dauphins suivent le plan comme ces derniers jours, nous pourrons retransmettre leurs signaux en direct et les convertir en données visuelles sur les écrans. Le docteur Mercier était présent, comme il l'avait prévu, son visage trahissant une inquiétude qu'il tentait de masquer. Plusieurs hommes en costume sombre l'accompagnaient, leurs regards scrutant nerveusement l'horizon marin. La baie était particulièrement calme ce matin-là, les eaux cristallines reflétant le ciel comme un miroir. Édouard, dans sa combinaison de plongée, s'adressa à la foule rassemblée. Ce que vous allez voir aujourd'hui changera votre perception de l'intelligence marine. Les dauphins ne sont pas simplement des créatures à observer, ils sont des êtres conscients capables de communication complexe. Marine prit le relais, expliquant les aspects scientifiques. Nous avons découvert que les dauphins de cette baie ont développé des schémas de communication uniques. Ils ne se contentent pas de réagir à leur environnement, ils interagissent activement avec lui et avec nous. Soudain, comme sur un signal invisible, des dizaines de dauphins émergèrent dans la baie. Leur apparition simultanée provoqua des exclamations de surprise dans la foule. Le jeune dauphin qu'Édouard avait rencontré dans la grotte menait le groupe, exécutant une série de sauts complexes. Les écrans installés sur la plage s'animèrent, montrant les ondes sonores émises par les cétacés. Marine commença à décoder en direct, ces signaux, il dessine une carte. Une carte des installations sous-marines dans notre baie. Le docteur Mercier s'avança brusquement, tentant d'interrompre la présentation, mais il était trop tard. Les dauphins avaient commencé leur démonstration la plus spectaculaire, nageant en formation, ils guidèrent l'attention de tous vers différents points de la baie où des lumières étranges étaient désormais visibles sous la surface. Ces installations, continua Marine, sa voix portant sur toute la plage, font partie d'un projet secret appelé Project Neptune. Des expériences non autorisées ont été menées ici, perturbant l'écosystème marin et mettant en danger la vie de ces créatures extraordinaires. Les journalistes se précipitèrent sur leur téléphone, les caméras tournaient sans interruption. Sur les écrans, les données continuaient d'affluer, montrant clairement l'étendue du réseau d'installations sous-marines et leurs effets sur l'environnement. Édouard plongea alors dans l'eau, rejoignant les dauphins. Le spectacle qui suivit laissa la foule sans voix. Les cétacés l'encerclèrent, créant une chorégraphie aquatique complexe qui démontrait sans l'ombre d'un doute leur intelligence et leur capacité à collaborer intentionnellement avec les humains. Le jeune dauphin s'approcha d'Édouard, et ensemble, ils guidèrent l'attention de tous vers la grotte sous-marine où tout avait commencé. Les images captées par les caméras sous-marines révélaient maintenant clairement les équipements du Project Neptune, impossible à nier ou à dissimuler plus longtemps. La vérité éclatait enfin au grand jour, mais ce n'était que le début d'une nouvelle aventure. Car dans les profondeurs de la Méditerranée, quelque chose de plus grand encore attendait d'être découvert. Une semaine après la révélation publique, la baie cachée de Saint-Raphaël était méconnaissable. Les installations du Project Neptune avaient été démantelées sous la supervision d'experts environnementaux internationaux. Les médias du monde entier continuaient de parler de « l'Alliance des dauphins », comme l'avait surnommé un journal local. Dans son bureau au centre de plongée, Édouard contemplait les nombreux articles de presse encadrés au mur. Le plus récent titrait « Révolution dans la communication interespèces, les dauphins de Saint-Raphaël ouvrent une nouvelle ère ». Marine entra, portant une tablette affichant les derniers résultats de leurs recherches. Les analyses sont fascinantes, dit-elle avec enthousiasme. Les dauphins n'ont pas simplement réagi aux expériences du Project Neptune, ils ont transformé cette technologie en outil de communication. C'est comme s'ils avaient attendu depuis des siècles que nous soyons prêts à vraiment communiquer avec eux. Le docteur Mercier et ses associés avaient fait l'objet d'une enquête approfondie, révélant un réseau complexe d'expériences non autorisées dans plusieurs sites marins. Mais à Saint-Raphaël, quelque chose d'unique s'était produit, une véritable collaboration entre humains et dauphins. Claire Dubois avait repris ses recherches, cette fois dans un cadre éthique et transparent. Elle dirigeait maintenant le nouveau Centre international de communication marine, établi dans les locaux rénovés des Trésors bleus. Nous avons tellement à apprendre d'eux, expliquait-elle souvent aux visiteurs. Et ils sont prêts à nous enseigner. Ce matin-là, Édouard préparait une plongée spéciale. La baie avait été déclarée zone protégée, un sanctuaire où dauphins et humains pouvaient interagir dans le respect mutuel. Le jeune dauphin, désormais surnommé « Guide » par l'équipe, l'attendait près du ponton, comme chaque matin. Marine ajusta son nouvel équipement de communication, fruit de leur collaboration avec des experts en biotechnologie marine. Les fréquences sont parfaitement calibrées maintenant, expliqua-t-elle. Nous pouvons communiquer sans perturber leur environnement naturel. Alors qu'Édouard plongeait aux côtés de Guide, il réalisa que leur découverte avait déclenché quelque chose de bien plus grand qu'eux.
des chercheurs du monde entier affluaient à Saint-Raphaël, non plus pour exploiter les dauphins, mais pour apprendre d'eux. Les cétacés avaient commencé à partager leurs connaissances ancestrales des courants marins, des écosystèmes sous-marins, et même des changements climatiques. Leurs observations précises aidaient les scientifiques à mieux comprendre et protéger les océans. Dans l'eau cristalline, Édouard observait un groupe de jeunes biologistes marins nager aux côtés des dauphins. Guide effectua une série de mouvements complexes, transmettant des données que les nouveaux équipements traduisaient instantanément. Les découvertes se succédaient, routes migratoires inconnues, comportements sociaux complexes, méthodes de communication jusqu'alors insoupçonnées. Le soir venu, alors que le soleil se couchait sur la Méditerranée, Édouard et Marine organisèrent une petite célébration sur la plage. L'équipe du centre, les chercheurs, et même quelques journalistes s'étaient rassemblés. Au large, les dauphins sautaient dans la lumière dorée, comme pour participer aux festivités. Ce n'est pas une fin, déclara Édouard en levant son verre, mais le début d'une nouvelle ère de compréhension entre les espèces. Marine sourit, ajoutant, les dauphins nous ont montré qu'il existe des formes de communication et d'intelligence que nous commençons à peine à comprendre. Dans la baie paisible, Guide et son groupe continuaient leur danse aquatique, gardiens d'une sagesse millénaire enfin partagée avec les humains. L'histoire de la baie cachée était devenue un symbole d'espoir, démontrant que lorsque l'homme choisit d'écouter plutôt que de dominer, des miracles peuvent se produire. Les eaux de Saint-Raphaël gardaient encore leur mystère, mais désormais, humains et dauphins les exploraient ensemble, dans une harmonie que même les plus grands rêveurs n'auraient osé imaginer.